Bonjour. Alors, je reprends les vidéos après une longue période sans en avoir faites. Aujourd'hui, le thème de la vidéo du jour, c'est les outils chamaniques de base, mes outils chamaniques de base. Alors, je ne suis pas chamane, je ne suis pas chamane du tout, mais j'ai des pratiques chamaniques en amateur depuis quelques années. Donc, je me considère toujours comme une sorte de de bébé qui apprend à faire ses premiers areux. Enfin là, j'en suis peut-être à apprendre à écrire mon prénom ou maman. Voilà, je suis en maternelle. Mais au fil des années, quand même, il me semble avoir réussi à apprendre 2-3 trucs qui pourraient être utiles à d'autres personnes. Donc voilà, aussi pour témoigner tout simplement de où j'en suis dans mon parcours, dans ma pratique. Au cas oui, où ça parlerait à d'autres personnes, en particulier en France, parce que j'ai tendance à me sentir un petit peu seule. Alors que je ne le suis probablement pas, c'est juste pas possible, quoi. Donc, cette chaîne YouTube est à mon nom, c'est mon vrai nom, Caroline Vigneron. Je suis basée dans le Morvan, en Saône-et-Loire. C'est ici ma maison. Bienvenue. Nous sommes le 2 mai 2021, ça peut être utile de mentionner la date, parce que tout ce que je dis est toujours dépendant de où j'en suis dans ma pratique. C'est susceptible d'évoluer. Ce que je raconte aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je racontais hier, et c'est pas forcément ce que je raconterai demain. Bref, j'ai déjà fait une vidéo sur le bâton. C'était il y a 2 ans et demi, je crois, quelque chose comme ça. Et ça reste globalement valable, je crois. Je l'ai pas vérifié, j'ai pas regardé en entier pour vérifier, mais il me semble que j'en suis toujours à peu près au même point avec le bâton. C'est toujours un de mes outils de base. Là, je vais vous parler donc du bâton, de la plume de rapace et de ce qu'on peut appeler la dague. Hein, un truc pointu, ça peut être ça, ça peut être ça. Alors j'ai un blog sur le sujet, ça s'appelle Psychédélique. Hein. Je ne vais pas vous expliquer pourquoi. Ça s'appelle Psychédélique. Et sur ce blog, alors j'ai par exemple un article sur la dague, un article sur la plume de rapace. J'ai pas encore d'article sur le bâton. Enfin, c'est un peu plus détaillé que ce que je vais faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais faire juste un tour d'horizon. Enfin, je vais essayer de faire un truc un peu court parce que tout le monde me dit « Ah, tes vidéos, elles sont trop longues. » Alors que franchement, des Français qui font des vidéos sur le sujet, il n'y en a pas des tonnes, quoi. Quand on tombe sur une vidéo comme ça, on est là « Ah, c'est Noël !» Donc non, ça devrait pas être trop long, en principe. Si vous êtes vraiment passionné par le truc. Bref. Donc, mes outils. Dans quel cadre est-ce que je me sers de ces outils? Je me sers de ces outils quand je fais une cérémonie, ce que j'appelle une cérémonie. Alors, qu'est-ce qu'une cérémonie? C'est quand on prend, par exemple, toute une soirée pour se mettre dans un état de... un état modifié de conscience, un état de conscience modifié, je crois qu'on dit les deux. Une transe, un truc un peu intense, hein, c'est pas juste une petite session de sophrologie, on s'allonge sur le canapé et puis ensuite on passe la soirée sur Netflix. Non, c'est pas ça. C'est un truc un peu intense, quand même. Et un peu long, 3-4 heures. Donc il y a cet état de transe, c'est 3 éléments principaux. Transe, état de conscience modifié, qui peut être atteint avec des psylos. J'en dirai pas plus. Je vous recommande les vidéos de Claude Trax et de Lorraine Dartilla sur le sujet sur la chaîne YouTube de Claude Trax. Je mettrai le lien dans la vidéo, dans la description de la vidéo en dessous. Voilà, j'en dirai pas plus. Donc, il y a cet état de transe, cet état de conscience modifié, qui permet d'accéder au monde des esprits, ce qu'on appelle en chamanisme le monde des esprits. Donc ça permet de communiquer avec les esprits pour le bien commun, pour le bien de la communauté, pour le bien commun, oui c'est ça, le bien de tous les êtres vivants
dans ce monde et au-delà, on va dire. Les abeilles, les éléphants, pas que les humains, hein, pas que ma gueule, pas que mon village, pas que ma famille, mais vraiment toute la communauté au sens très 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 large du terme. Ouais, les abeilles, c'est quand même essentiel de penser aux abeilles, hein, parce que sans les abeilles... voilà, donc je vais essayer de rester centrée, de pas trop développer certains points. Donc pour le bien commun, oui, ça peut être les abeilles, les éléphants, les esprits, humains, non humains, défunts, pas défunts. Les phénomènes géophysiques, par exemple, peuvent être considérés comme des entités, comme des esprits. Pourtant, ils n'ont pas de corps au sens biologique du terme. Voilà, ça peut être pour eux aussi. Donc on se retrouve dans cet espace à communiquer avec des esprits pour le bien commun. Donc on va se retrouver à négocier, à devoir négocier et parfois à devoir se prendre des trucs dans la tronche. C'est pas toujours facile, hein. C'est pas tout est paix et amour dans ce monde-là, non, pas du tout. Beaucoup d'esprits sont en colère, hein, faut le savoir. Ça peut surprendre parce qu'on a tendance à s'imaginer qu'un esprit c'est forcément un truc éthéré complètement merveilleux, forcément, super sage et merveilleux et tout et tout. Mais il y a certains esprits, beaucoup d'esprits qui sont franchement en pétard, quoi, contre les humains, et à raison, hein. Donc, faut être prêt à garder notre sang-froid, même face à des esprits très puissants qui sont parfois très 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 en pétard. Et faut surtout éviter d'avoir le réflexe de les appeler des démons, parce que oulala, ils ont l'air méchants. Non. Si je vous traite de démon à chaque fois que vous vous mettez en colère, ça va foutre le bordel plus qu'autre chose. Bref. Donc, oui, j'ai pris des notes quand même, parce que sinon c'est pas possible. Donc, pour plus de détails sur tous ces sujets, j'ai un blog, je vous y renvoie. Je mettrai l'adresse dans la description de la vidéo, en dessous de la vidéo. Donc ceci dit, on est parti pour le bâton. C'est le premier outil dont je me suis servi, dont j'ai découvert l'usage qui m'a semblé pouvoir être utile dans le cadre donc d'une cérémonie. Donc ça fait bientôt 3 ans que je me sers, d'un bâton. Alors au début, c'était pas un gros machin comme ça qui est un peu plus grand que moi. Au début, mon premier bâton, il faisait à peu près cette taille-là. Je sais pas si... voilà. Un peu la longueur du bras, quoi. Et c'était juste... J'étais dehors, je faisais un feu. Et à un moment, j'ai pris un bâton, un bout de bois, voilà, pour le remettre dans le feu, pour qu'il brûle entièrement. Et le bâton je me suis dit, mais c'est intéressant ça. Ça m'a donné une sensation qui m'a donné envie d'y revenir un peu plus tard, et de fil en aiguille, je vais essayer de faire court, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est en effet un outil intéressant pour... ça m'aide à tenir mon espace. Hold my space en anglais. Je parle pas mal anglais en fait, pendant les cérémonies. Ça sonne mieux que le français, je trouve, pour moi, à mes oreilles. Mes oreilles d'européenne du nord-ouest. Donc, oui, le bâton me sert à tenir mon espace. Quand on est en cérémonie, on est susceptible d'être confronté à des... Alors certains parleront d'énergie négative. Ça peut être des blocages, ça peut être des résistances, ça peut être des esprits pas contents. Des esprits pas contents, quand on rencontre un esprit pas content, on est susceptible de se mettre à ployer un peu sous sous l'effet de leur colère, sous l'effet de leur mécontentement. Ou alors on rencontre des résistances qui nous donnent envie de dormir. Et moi je travaille debout. Et pour rester debout, un peu comme un avocat qui plaide devant un juge, l'avocat il va pas se coucher pour plaider devant le juge. Donc il va rester debout, et moi le bâton ça m'aide à rester debout quand je rencontre justement des résistances, et c'est intéressant, hein, quand je commence à avoir envie de dormir,
je me dis, ah, là, il faut que... Là, j'ai le doigt sur quelque chose. Et donc le bâton reste, voilà, m'aide à rester debout. Alors c'est un bâton, c'est quoi? C'est un bout de branche que j'ai trouvé par terre. Hein. Celui-là, je l'ai trouvé derrière la maison. Donc c'est un bout de résineux, je crois que c'est du tuya. J'ai juste enlevé l'écorce, je l'ai poncé, et puis hop là. Surtout pas de vernis, surtout pas de peinture sur les bâtons, hein, parce que sinon on passe la soirée avec de la peinture dans la main. Enfin, franchement, c'est pas l'esprit de la peinture acrylique hein, qu'on cherche à contacter, non. C'est toxique ces machins-là. Même de l'huile de lin, pourquoi faire de l'huile de lin? Le bâton, je le laisse pas sous la pluie. Donc il est à l'abri, il craint pas l'humidité. J'ai pas à le vernir, j'ai pas à le peindre, j'ai pas. Non, non, non. Surtout pas, même, je dirais, mais évitez, ne faites pas. Enfin, si vous voulez travailler avec un bâton, évitez, parce que c'est le contact peau à peau avec les matériaux hein, qui marche, qui va produire des effets intéressants. Un bâton verni ou verni ou peint, bah, il sera susceptible en fait de pourrir votre énergie pendant une cérémonie, parce que la peinture et le vernis vont pourrir votre énergie, probablement. Alors que le bois, non, c'est très amical le bois, brut comme ça. Et je le tiens dans le sens de la marche, si je puis dire, c'est-à-dire que le bout le plus large, le bout qui était le plus près du tronc, voire attaché au tronc, il est par terre. Hein, je le tiens pas comme Gandalf, c'est-à-dire à l'envers. Gandalf, il tient son bâton avec le gros bout qui pointe vers le haut. Je trouve ça complètement absurde. Parce que c'est pas du tout dans ce sens-là que le bois a poussé, tout simplement. En gros, c'est ça. Hein, voilà. Et j'ai brûlé le bout. Alors ça se voit pas trop parce que j'ai gratté tout le bois carbonisé pour faire un truc vaguement pointu, mais c'est pas le fait que ce soit pointu qui sert, c'est le fait que ça a été carbonisé, que ça a été brûlé. C'est susceptible de me servir de pense-bête. De pense-bête. Pour me rappeler de respirer, que mon énergie, mon feu intérieur, ma lumière, c'est quand même le résultat d'une combustion. Je sais pas si on dit ça, je sais pas si c'est le terme exact. Enfin bon, il faut de l'oxygène pour avoir de l'énergie. Et quand je commence à me sentir un peu faiblarde, un peu, quand je ploie un peu, ça m'aide éventuellement à me souvenir que je dois respirer pour pour permettre à mes petites mitochondries de fonctionner correctement. Donc, que représente le bâton? J'ai souvent entendu ça. Pardon. Que représente le bâton? Que représente la plume? Qu'est-ce que ta plume signifie pour toi? Et dans les articles que j'ai écrits sur le sujet, je vais rabâcher. Hein. C'est comme si vous alliez voir un maçon et que vous lui demandiez ce que signifie sa truelle pour lui. Qu'est-ce que signifie ta truelle pour toi? Il va vous regarder bizarre, le maçon. Donc ça ne représente strictement rien, c'est un bâton. C'est un bâton, et c'est un bâton, c'est tout. Et oui, ça me sert essentiellement, ça me sert comme un bâton de marche, quoi. C'est un soutien amical. Oui, alors parfois, alors je crois que dans la tradition Seder, on peut appeler ça une forme de chamanisme scandinave, les praticiennes sont censées avoir un bâton, et je crois que certaines s'en servent pour faire de la musique, pour taper en rythme. Ouais, elles s'en servent plus ou moins comme, comment on appelle ça, percussion, outil de percussion. Moi non. Une fois, je me suis tapée sur le pied avec, justement, en tapant sur le sol pour dire hey, j'ai parlé. C'est une attitude très primitive. J'ai arrêté. Donc non, taper sur le sol avec le bâton, déjà, c'est dangereux parce qu'on peut se taper dessus. Et, voilà, dans l'exaltation du moment, vaut mieux viser. Non, c'est trop. Non, faut pas. Vaut mieux pas. Mais ça m'arrive de le gratter. Ça m'arrive de le gratter comme ça, parce que les sons qu'on émet quand on est donc en transe, les sons qu'on émet peuvent devenir en quelque sorte un sonar. On émet du son
et l'écho de ce son, entre guillemets, parce que nos perceptions sont... Un état de conscience modifié, c'est un état de perception modifié. Donc le son va nous faire des effets particuliers, et ça peut aider à repérer un petit son comme ça, un petit gratouillis de rien du tout dans le silence. Ça peut aider à, oui, à capter de l'information autour de soi. On va dire ça comme ça. Voilà. Ah oui, alors, j'aimerais bien un jour que des anthropologues, ethnologues, ethnobotanistes se penchent un peu sur les pratiques des Français d'aujourd'hui. Ce serait bien. Qu'ils fassent un petit peu plus d'études sur le terrain, quoi, qu'ils fassent un petit peu plus de field work, on dit en anglais. Alors il paraît que les chamans utilisent souvent une échelle pour se rendre dans les mondes d'en haut, dans le monde d'en haut. Évidemment, le bâton, le mien, il est un peu plus grand que moi. Alors, ouais, on peut dire que d'une certaine façon, ça m'est arrivé de m'en servir entre guillemets comme d'une échelle pour, entre guillemets, contacter les mondes d'en haut. Enfin, je vais nulle part, hein, honnêtement, je reste dans ma cuisine. Et je reste les deux pieds sur terre et mon esprit ne voyage pas dans les mondes d'en haut. Éventuellement, ce qui peut se passer, c'est un phénomène de ce qu'on appelle en anglais remote viewing, c'est-à-dire que quand on se concentre sur un lieu à distance, sur une personne même qui est loin, on peut être amené à capter des informations sur ce lieu, sur cette personne, donc des informations à distance. Donc c'est de la vision à distance. Ouais, remote viewing. Mais moi, personnellement, je vais jamais nulle part. Hein. Non. Et donc, pour contacter plus les mondes d'en haut, je vais pas bouger ma chaise, voilà. Donc, ce que je fais éventuellement, ça m'est arrivé 2-3 fois. Je ne sais pas comment j'ai appris à faire ça, ça m'est venu tout seul. Donc, je place le bâton entre mes pieds, entre mes genoux, donc pour fléchir un peu les genoux, contre le ventre. Alors là, je vous explique pas si vous avez un bâton tout tordu. Voilà. C'est une deuxième colonne vertébrale, hein, le bâton. Donc si vous voulez une colonne vertébrale toute tordue, pourquoi pas, mais voilà, c'est pas très pratique une colonne vertébrale toute tordue. Tiens-toi droit, hein, voilà. Donc oui, le bâton entre les pieds, entre les genoux, contre le ventre. Et alors, ouais, alors éventuellement, je peux mettre le front contre le bâton. Et éventuellement, je fais un espèce de mudra. Alors, ça s'appelle un mudra. Hein. Je crois que c'est celui qui est utilisé en pranayama. Je fais ça. Ça a l'air de marcher pour contacter les mondes d'en haut. Les esprits, je sais pas, les esprits gardiens, les esprits... je sais pas. Mais ils sont un peu aux abonnés absents en fait. Enfin, c'est peut-être que je suis pas assez polie ou pas assez avancée. Je sais pas. Donc, bof. Oui, ils ont un peu baissé les bras, ils savent plus quoi faire de nous, je sais pas. Bref. Je crois que c'est tout sur le bâton, grosso modo. J'ai une autre vidéo sur lui, rien que sur lui, donc allez-y. La plume de rapace, ça c'est fantastique, la plume de rapace. Alors la plume de rapace, ça c'est une plume de buse que j'ai trouvée près de chez ma maman en Haute-Savoie, il y a des années. Avant de faire quoi que ce soit de chamanique, je ramassais déjà des plumes. Ramasser des plumes dans la nature, on ne sait jamais, ça peut toujours servir. Ça c'est une plume, alors je sais pas si c'est de la chouette ou du hibou, je sais pas. Alors, la plume, la première fonction de la plume, c'est de bénir. C'est un outil de bénédiction de premier ordre. On dirait qu'elle a fait ça toute sa vie, si je puis dire. Elle bénit. C'est magique. Donc quand on voit des rituels de nettoyage, hein, de purification des lieux, avec de la sauge d'une part ou de l'encens quelconque, et une plume, c'est pas juste la sauge qui purifie, il y a aussi la plume derrière qui va bénir en fait, qui va
elle nettoie, elle contribue au nettoyage, hein. Je suis désolée, mais il n'y a pas que la souche qui fait le job. Et on peut se servir juste de la plume, en fait, si on n'a pas de souche. Et puis même, on peut y aller avec la main, hein. On fait des moulinets comme ça avec la main, ça peut marcher aussi à partir du moment où l'intention est là, l'intention vient du cœur, l'intention est forte. Voilà. Et bien sûr, quand on bénit, ça peut être utile de le dire à voix haute, de dire la bénédiction à voix haute. Je bénis cette maison. Moi, je préfère l'anglais. I bless this house. This house is blessed and full of blessings. Voilà, la parole, c'est un outil aussi dont je parle dans mon blog. J'ai un article sur le sujet. La plume, alors surtout la plume de rapace, j'ai pas encore vraiment commencé à travailler avec d'autres plumes. La plume de rapace peut aussi servir un peu de microphone, de micro. Alors ça donne un peu la sensation qu'on est mieux entendu et qu'on entend mieux aussi. Ça donne un peu la sensation qu'on est sur la scène d'une salle de concert et que tout le monde entend le moindre de nos petits chuchotements. Et que donc on a intérêt à faire attention à ce qu'on raconte parce que tout le monde entend. Donc ça, tenir la plume, c'est pour ça que je la tiens. Je me dis ça va peut-être m'aider à éviter de raconter trop de conneries et puis à éviter d'offenser trop de gens, je sais pas, peut-être. Peut-être. Oui, comment on bénit? Évitez de vous servir de votre plume comme d'un plumeau, parce que je vois des gens qui vraiment qui frottent. Et c'est délicat une plume. Ça marche à distance. C'est fantastique, hein, même à 3 mètres de distance. Pouf. Je pense que ça peut même fonctionner encore plus loin quand vous voulez bénir quelqu'un qui est loin, loin, à des centaines, milliers de kilomètres de vous. Vous pointez la plume vaguement dans sa direction et vous le bénissez. Voilà. Ça marche à distance, quoi. S'en servir comme d'un plumeau, non mais franchement. Mais soyez délicat avec vos plumes, voyons. Et oui, elle confère aussi de l'autorité. Alors ça doit venir de la personnalité du rapace. Et ça, c'est juste une plume de buse, hein, mais attention, elle est sérieuse, hein, elle déconne pas. Ouais, elle confère de l'autorité, c'est-à-dire que surtout face aux esprits, on s'en rend compte, enfin moi je me rends compte surtout face aux esprits récalcitrants, ou franchement parfois agressifs. C'est rarement arrivé, mais une fois, ça m'est arrivé d'être confronté à un esprit franchement agressif. Je me suis servi d'elle pour le virer. Ça marche très bien. Ouais, elle déconne pas, quoi. She takes no shit, comme on dit en anglais. Bref. Oui, elle confère de l'autorité. Une fois qu'on a la plume en main, comment dire, même les esprits récalcitrants sont entre guillemets forcés de nous écouter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se plier à nos 4 volontés. Ça veut juste dire qu'ils sont forcés d'écouter, quoi, au moins un peu. Et puis de se tenir à distance, ouais, de se calmer, de se tenir à distance. Attention, on déconne pas. Et comment on tient la plume? Alors moi je la tiens tout simplement comme ça. Ça s'appelle le calamus. Ça fait un peu caisse de résonance, je pense. C'est creux. Alors je vois plein de gens qui décorent leurs plumes et qui les enveloppent. Et ils enveloppent le calamus de feutre, de laine, de plastique. Enfin oui, de plastique, de trucs synthétiques, là, de polyester, au mieux ça peut être du cuir. Mais genre à la limite ils vont coller des paillettes dessus, quoi. Et non, non, parce que ça va entraver son fonctionnement. Elle a besoin d'être toute nue pour fonctionner au mieux, quoi. Elle fonctionne très bien comme ça. Elle n'a pas besoin d'être décorée. Alors je sais que certains vont vouloir honorer l'esprit de l'oiseau en décorant la plume, mais ce qui est con, c'est que si vous enveloppez le calamus de tout un tas de trucs, vous n'allez pas pouvoir vraiment vous en servir comme je suis en train d'en parler. Et vous n'allez pas comprendre ce dont je parle, en fait. Parce que votre plume, elle est entravée dans son fonctionnement si elle est tout entourée de tout un tas de trucs avec des trucs collés dessus. Il y a vraiment... J'en avais une comme ça, elle avait des trucs collés dessus. Enfin, un truc collé dessus. J'ai tout enlevé. Enfin, je veux dire, mettre de la glu, mettre de la colle dessus, quoi. Enfin, imaginez que vous fassiez ça à un rapace.
Vous voulez l'honorer, alors vous lui mettez du cuir autour des pattes, et puis du vernis sur le bec, et puis du rouge à lèvres aussi, tant qu'on y est. Mais enfin non, pardon, mais non. Si vous voulez vraiment vous en servir et que vous êtes vraiment capable d'entrer en transe, c'est-à-dire dans un état de perception modifié, vous allez pouvoir, en principe, je vous espérer que vous allez pouvoir vérifier tout ce dont je parle là. Sinon, s'il n'y a pas d'état de perception modifié, c'est comme un tabouret à deux pattes, quoi. Votre cérémonie, votre travail, il va être un petit peu bancal parce que vous n'allez pas percevoir ce que vous faites. Vous allez croire que vous percevez, alors que si ça se trouve, non. Et voilà, il faut un état de perception modifié, sinon je vois pas comment. À moins vraiment d'avoir des capacités psychiques vraiment très développées au naturel, je veux dire. Genre, vous voyez des esprits, mais genre, comme moi, je prends mon café le matin, quoi. Alors là, respect, hein, parce que enfin, c'est un don, quoi, mais c'est pas tout le monde qui a ce genre de don. Bref. Ah oui, ça peut aussi servir plus ou moins, ça c'est peut-être quelque chose que j'ai pas dit dans mon article sur le sujet. Ça peut servir un peu de drapeau blanc en fait. On a une plume, on est là pour parler. On n'est pas là pour agresser qui que ce soit. Éventuellement, oui, on va se défendre si on est attaqué, mais on est là pour parler. Voilà, on est là en terrain diplomatique. Hein, l'espace de la cérémonie, c'est un espace diplomatique, comme une ambassade. Et on est un ambassadeur et on représente l'humanité. Euh, et on est là pour plaider notre cause et on est là pour parler. Et donc, on se calme. On va papoter. Voilà. Ensuite, la dague. Ah oui, la plume de chouette. Faut pas que je la tienne là maintenant parce que elle aime pas quand je parle fort. Elle me permet de travailler en chuchotant. Elle a l'ouïe très fine, hein, la chouette. La dague. Alors le premier truc dont je me sois servi comme dague, c'est ça. J'en parle aussi dans l'article en question, l'article sur la dague. Ça, c'est un bout de ronce. Alors c'est un bout de racine, de ronce, de tige. C'était plus ou moins enterré comme ça. Avant, il y avait une épine, je sais plus où, puis elle a fini par casser. Voilà, c'est un truc pointu. Une dague, par définition, c'est d'abord un truc dur, pointu. Moi, je fais un peu du chamanisme primitif. Hein. Je fais avec ce que je trouve, avec ce que j'ai sous la main. Ensuite, je me suis servi de ça. C'est une corne de chevreuil, si je ne m'abuse, que j'ai trouvé dans les bois il y a des années. Voilà, c'est pointu. Et puis, on peut se servir d'un truc. Alors j'ai aussi ça qui peut, je pense, servir de dague. C'est pointu. C'est de la sélénite. Et c'est de la sélénite qui n'est pas taillée, hein, c'est un morceau brut. Éventuellement un cristal brut de décoffrage. Et ça, c'est un couteau. C'est mon couteau de cuisine, vraiment, bref. Il est assez lourd. Il peut fonctionner. J'ai testé plusieurs couteaux, hein, j'en ai des coupes papier, des couteaux. Il faut que ce soit un peu lourd. Je pense qu'il faut que ce soit très riche en fer pour que ça marche quand on prend un couteau. Parce que quand on prend une corne de chevreuil, bon, du fer là-dedans, je sais pas s'il y en a, mais bon. Ce qui compte, c'est la forme de l'objet. Donc il faut que ce soit un minimum pointu, dur et pointu. Voilà, dur et pointu. Alors le métal, en plus, il va faire antenne. Il va faire antenne. Alors c'est un peu comme la plume aussi, hein, qui fait aussi antenne, qui permet de capter davantage de trucs. Davantage de vibrations, de fréquences, de choses comme ça. Évidemment, le métal aussi fait très bien antenne. Quoique tenir du métal longtemps, pendant plusieurs heures, à la fin ça peut être un peu fatigant. Moi au début j'y arrivais pas du tout. J'évitais de tenir du métal parce que ça me déséquilibrait complètement. Maintenant j'y arrive, je suis fière, mais au bout de 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça peut finir par brûler en fait. Mais voilà, c'est une façon. Alors à quoi ça sert? C'est pour montrer qu'on déconne pas. C'est pour montrer notre sérieux en fait. Enfin moi, je m'en sers surtout avant tout pour ça, pour montrer que I mean business, comme on dit en anglais.
my main business. Que je suis sérieuse, je suis vraiment là pour travailler, je suis pas là pour m'amuser. Je suis pas là pour faire du tourisme chamanique, spirituel ou quoi, juste pour explorer les mondes. Non. Donc ça permet de montrer notre sérieux. Moi je montre mon sérieux en prenant ce truc à la main. Et ça montre aussi qu'on est capable de montrer les crocs au besoin. Quand on interagit avec des esprits un peu costauds, oui, je suis là pour parler, mais vous gardez vos distances, quoi. Gardez vos distances. Je suis là pour parler, mais attention, j'essaie de me défendre aussi au besoin. Attention. Est-ce que ça peut servir de protection? Franchement, les esprits puissants. Enfin, j'ai entendu dire que les esprits, enfin que certains se servent des dagues comme des pourbas. Alors dans le chamanisme himalayen, on se sert népalais, etc. On peut se servir de pourbas, soi-disant pour tuer des esprits. Mais j'ai du mal à comprendre le concept de tuer un esprit avec un objet matériel, quoi. Éventuellement, oui, diriger notre intention pour le repousser, pour le faire reculer, mais le tuer un esprit avec. Je comprends pas, j'ai pas encore. J'ai pas encore réussi. Non. Oui, les pourbas. J'en parle dans mon article sur la tech. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ouais. Alors j'espère que ce sera pas trop long. Et puis je vais essayer de faire la même chose en anglais. Et puis je vais essayer de faire d'autres vidéos sur le sujet. Je vais essayer de laisser les commentaires ouverts. Si vous avez des commentaires, ce serait chouette. Des questions, des commentaires, des critiques. Vous pouvez critiquer si vous voulez, à partir du moment où vous restez un minimum poli quand même, et à partir du moment surtout où vos critiques sont constructives. Parce que sinon, si c'est juste pour dire ouais, elle fait de la merde, je supprimerai les commentaires insultants. Hein. Ça sert à rien d'en faire parce que je les supprimerai. Ça serait gentil d'essayer de faire des critiques constructives. Voilà. Moi j'aime bien les critiques. Il y a des gens qui supportent pas, ils me demandent de me taire. Quand je les critique, ils me demandent de me taire, je comprends pas. J'essaye de faire des critiques constructives, mais ça les intéresse pas, mes critiques constructives. Je comprends pas. Je vais pas lâcher ma plume, je vais arrêter cette vidéo. J'en ai déjà assez dit. Au revoir, à la prochaine.